Ce matin du ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement sur le chantier de construction du tronçon Gouri-Bol. Abderrahmane Moukdama est allé constater l'avancement des travaux. Une mission conduite par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche se trouve à Sar, dans le Moyen-Chari. Accompagné de ses collaborateurs, Jamaladine Mahamad Ibrahim procédera à l'inauguration des installations de la Société tchadienne des eaux. 78 points à 61, c'est le score réalisé par les SAO version basketball au tour préliminaire de l'Afro-Basket 2021. Une victoire remportée face aux Panthères du Gabon. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Suspendus pour raison de financement, les travaux de construction du tronçon Gouri-Bol ont repris depuis quelques mois. Le ministre des Infrastructures, du Transport et du Désenclavement a effectué une descente sur le terrain, question de constater l'avancement des travaux. Doba Robert. Gouri-Bol. Les travaux de construction de cette voie de communication sont à la phase de terrassement. 50 km sur 100 bénéficient de la couche des bases. L'État et ses partenaires entendent à travers la relance des travaux soulager la souffrance des voyageurs. L'entreprise en charge de l'exécution des travaux entend tout mettre en œuvre pour la finition de la première phase de son contrat d'ici fin mai 2020. Tout en saluant la reprise des travaux, le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement exhorte l'entreprise en charge au respect du délai qui lui est imparti. Ici, au niveau donc, de Gouri-Bol également, donc le retard également est important. Et au départ, donc, il y avait eu toutes les difficultés par rapport à la restructuration du projet. Et ça a été déjà fait. Et actuellement, nous voyons que l'entreprise donc, a repris donc, les travaux. Donc, et tout cela, normalement, au 31 mai. Il devait déjà finir la partie donc, de 65 km structurée. Globalement, le bitumage de la route Massakori-Bol constitue une priorité pour le gouvernement. Pour les plus hautes autorités du pays, la réalisation de ces projets permettra non seulement de désenclaver les provinces de Hadjaramis et du Lac et d'atteindre le Niger et le Nigeria, mais surtout d'insuffler une nouvelle dynamique à l'économie nationale. Le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal, a officiellement lancé ce matin la campagne de riposte contre la rougeole couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage au mébendazole dans la ville de N'Djamena. Prévue du 16 au 22 janvier 2020, la cérémonie a vu la présence du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Fanan Bissoulgan. Combattre la rougeole avec la dernière énergie dans la ville de N'Djamena, c'est les soucis du ministère de la Santé publique et ses partenaires. C'est dans cette veine que le ministre de la Santé publique, professeur Mahamoud Youssouf Khayal, a lancé la campagne de vaccination de riposte contre la rougeole, de la supplémentation en vitamine A et de déparasitage au mébendazole. Accueillant la délégation dans sa commune, la maire du 5e arrondissement, Fatimé Ahmad, s'est dit honorée du lancement de la campagne dans sa commune. Fatimé Ahmad rassure le ministre de la Santé publique qu'elle mettra tout en œuvre pour l'atteinte des objectifs fixés. Au nom des partenaires du ministère de la Santé publique, Dr Viviane Van Stertegem appelle les agents vaccinateurs à prendre leurs responsabilités et surtout aux parents de faire vacciner leurs enfants. Je vous demande de respecter les tranches d'âge et de convaincre les parents et les gardiens d'enfants de la nécessité d'amener uniquement les enfants de plus de 6 mois et jusqu'à leur 5e anniversaire. Nous avons constaté dans les campagnes antérieures que les plus jeunes enfants, ceux de moins d'1 an, sont moins bien couverts que le groupe des plus âgés. Nous vous demandons d'adapter vos stratégies et votre communication avec les moyens mis à disposition pour atteindre ces enfants là où ils sont avec leur mère. Pour le ministre de la Santé publique, le gouvernement est déterminé à combattre la rougeole. Chers parents, le programme élargi de vaccination offre une vaccination gratuite contre 10 maladies ciblées
dans toutes nos structures sanitaires. N'attendez pas seulement les campagnes, faites vacciner régulièrement vos enfants. Il y va de la survie de vos enfants. Je voudrais aussi, au nom du président de la République du Tchad, chef de l'État, Idriss Déby Itno, et au nom du gouvernement de la République du Tchad, témoigner notre profonde gratitude à l'Assemblée de la communauté internationale. La campagne de vaccination contre la rougeole, couplée à la supplémentation en vitamine A et le déparasitage au mébendazole, vise près de 320 000 enfants dans les 5 districts sanitaires de la ville d'Injamena. Une mission conduite par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche se trouve à Sar dans le Moyen Chari. Djamaladdin Mahamat Ibrahim et la délégation qui l'accompagne est allée procéder à l'inauguration des nouvelles installations de la Société tchadienne des eaux. À quelques heures de l'événement, notre reporter Angal Toklok a fait un tour dans la ville. Suivez. C'est un dénouement heureux dans la recherche pour l'approvisionnement de la population de la ville de Sar en eau potable. Après plus de 8 mois de travail acharné, les techniciens de la Société tchadienne des eaux STE viennent de faire une découverte d'un liquide précieux. C'est une eau douce sortie de plus de 50 mètres du sol sarrois. La qualité d'une eau est définie par les paramètres physiques, chimiques et bactériologiques. Et le suivi de ce présent forage a été fait par le laboratoire national des eaux et les analyses révèlent que cette eau respecte les normes OMS de la qualité de l'eau potable. Donc le laboratoire national des eaux rassure la population sarroise que cette eau est une eau potable. Le liquide coulera demain du nouveau forage de la STE conçu pour desservir les 3 châteaux que compte la ville de Sar et ses environs. Sur ce site d'exploitation, l'heure est au dernier réglage. Telle une traînée de poudre, la nouvelle s'est très vite répandue dans la ville. Et l'impatience de goûter aux fruits de cette trouvaille made in Tchad a gagné la population. Si SDE inaugure cette eau-là, je suppose que SDE va nettoyer tous les forages là pour que ce soit une eau vivante pour que tout le monde consomme. Parce que nous également, on a nos forages, mais on n'a pas consommé. Et ça fait également une dépense, une double dépense. Pour les natifs de la ville de Sar, cette découverte met fin à des années de consommation d'eau souillée. L'eau, c'est la vie, donc ça va nous donner beaucoup plus de santé. Ça va nous permettre vraiment de consommer l'eau de qualité. On souhaite avoir de la bonne eau comme à Koumra, à Moudou, comme partout ailleurs. Pour marquer d'une pierre blanche la cérémonie de signature de l'acte de naissance de ce nouveau forage de production en eau, des délégations affluent de toutes les provinces du pays. À l'aéroport de la ville de Sar, la population mobilisée autour du gouverneur de la province du Moyen Chari, Abba Dissaïr Fadoul, accueille chaleureusement les invités. L'avion ici immobilisé transporte le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mamad Djamaladdin, les représentants des différents partis politiques, les députés de la province, les autorités traditionnelles et bien sûr le staff administratif de la Société tchadienne des eaux. Fini l'accueil, le cortège s'est ébranlé vers le gouvernorat de la ville de Sar pour une réunion préparatoire de la cérémonie. Rendez-vous est donc pris pour demain 8h au siège de la STE. Et puis la teneur de ce communiqué de presse, signature hier 15 janvier 2020 d'un accord commercial entre le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche et la société chinoise China Energy Engineering Northwest Construction and Investment, en abrégé CEEC. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la politique d'approvisionnement en eau potable des populations et du cheptel. Le dit document a été signé par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladdin, et le président directeur général de CEEC, Zhang Weiwa.
Cette société aura à charge de rechercher le financement nécessaire auprès des institutions financières chinoises à hauteur de 73 milliards en vue de réaliser plusieurs études de faisabilité d'appui au pastoralisme dans les provinces du Guéra-Bata et du Salamata. Ce communiqué de presse est signé de l'attaché de presse et relations publiques Reukadi Manassé. Le délégué général auprès de la commune de N'Djamena d'Iber-Younous entend réorganiser et réhabiliter les marchés périphériques de la capitale. Ce matin, il a visité les sites du marché de Boutal-Bagar 2 et de Dembe dans la commune du 7e arrondissement. Adef Amat Benrama. Accompagné du maire de la commune du 7e arrondissement, Ahmad Mohamed Guémé, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena d'Iber-Younous s'est porté dans un premier temps sur un site des marchés de Dembe et d'Egerpi, mais clôturé pour la construction des logements sociaux. Il a été demandé aux commerçants de s'organiser pour construire provisoirement des hangars. Ceux-ci doivent bien s'organiser de commun accord avec l'administration. De Dembe, le cap est mis sur les sites du marché de Boutal-Bagar 2, toujours dans la commune du 7e arrondissement. C'est depuis 6 ans que les sites et les parcelles ont été attribués. Comme à Dembe, d'Iber-Younous appelle chaque commerçant à se munir de ces pièces d'attribution pour construire son hangar ou boutique. Nous allons demander à la mairie du 7e de revoir le dossier, de revoir les attributions. Est-ce que toutes ces attributions ont fait l'objet de versements au niveau du Trésor, parce que quand ils attribuent, c'est moyennant une certaine somme. Est-ce que cet argent est versé au Trésor? Est-ce que les gens ont l'air reçu, ou bien c'est des gens qui ont pris cet argent, ils ont mis dans leur poche en faisant semblant d'attribuer des terrains à la population. Donc cette étape, ils vont la vérifier. Et après vérification, ils vont procéder à des confirmations et des attributions et essayer d'aménager pour que ce marché de Boutal-Bagar serve à la population, parce que vous avez vu une grande concentration de la population dans cette zone. Pour ce qui est des doléances, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena répond en ces termes. Que l'espace puisse rester comme ça. On a décidé de visiter et s'asseoir et voir avec les responsables de la mairie du 7e et la mairie centrale pour pouvoir utiliser cet espace, même si c'est provisoire, le temps que l'État puisse décider un autre projet sur le terrain. Comme ça, ça évitera de servir à des logements pour les bandits et également des dépotoirs. À Dembe, dans une partie appelée marché Diabarona, la délégation a visité un canal en construction, œuvre des commerçants. d'Iber-Younous les a félicités et encouragés. S'agissant de l'arrêt des travaux, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena entend rencontrer les parties prenantes pour des actions qui s'imposent. Et puis le gouverneur de la province de Silla vient de clore sa tournée de sensibilisation dans sa circonscription administrative. Kedalaïnous à midi s'est rendu dans le département de Adri. Objectif à livrer un message de paix et de cohabitation pacifique. Ben Arabi Abderrazak. C'est 10 janvier 2020, date qui coïncide officiellement avec la fin de l'état d'urgence instauré dans le but de ramener la paix et la tranquillité après les événements de juillet et août 2019. Le gouverneur Kedalaïnous Hamidi clôt sa tournée. Avant l'étape d'Adé à un jet de pierre de la frontière soudanaise, le périple l'a conduit successivement à Koukou, Angarana, le département de Tissi et la localité de Mogororo. À Adé, le préfet Abdelkarim Tahir Ali a saisi l'opportunité pour énumérer certains défis qui mettent à rude épreuve le jeune département. Mais pour le gouverneur, l'état d'urgence a produit des résultats palpables. Son Excellence Idriss Déby Itno a rassuré la population de Silla qu'il prendrait toutes les dispositions pour que de telles situations ne se reproduisent pas, ne se reproduisent plus
ne se reproduisent jamais. Mes chers frères et sœurs, interrogez-moi, demandez-moi, qu'est-ce que l'état d'urgence? L'état d'urgence, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est la tranquillité. C'est ça l'état d'urgence. Après avoir institué l'état d'urgence, le président de la République a créé une coordination et nommé un coordinateur en la personne du général Mohamed ici présent. L'état est visible, palpable. L'élément le plus important, c'est qu'ils ont réussi en un laps de temps à saisir, à récupérer une grande quantité d'armes de guerre détenues illégalement par la population. Je voudrais profiter de ce micro pour féliciter et remercier les forces de défense et de sécurité et dire, forces de défense et de sécurité, officiers, sous-officiers, officiers, général, félicitations, félicitations, bravo, bravo, bravo mille fois. Comme dans les autres départements, le gouverneur a eu des séances de travail avec les forces de défense et de sécurité, les chefs de service, les leaders traditionnels et les opérateurs économiques. La notion de bon voisinage, la sécurisation de la frontière, la lutte contre la fraude, les efforts à fournir pour consolider les acquis sécuritaires sont constamment revenus dans les interventions de Kedela Younis Hamidi. Dans la province du Ouaddaï, une équipe de la Banque mondiale est en mission pour évaluer les différents projets réalisés au profit des autochtones et des réfugiés. L'équipe a été reçue par le gouverneur Ramadan Erdebou. Habib Ahmad. Cette mission est arrivée à Béchieux dans le cadre du projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil Parka, lancé il y a de cela quelques mois dans la même ville. Le projet Parka est un projet du gouvernement du Tchad financé par la Banque mondiale au profit de plusieurs provinces à l'est du Tchad. Le coordonnateur national du projet Parka, Djafé Daoudou Bendjila, a souligné que depuis le lancement du projet, beaucoup des activités ont été réalisées concernant les zones d'intervention et le choix des sites. Le chef de projet Parka, Eric Zapatero, a précisé que ce projet vise à appuyer les personnes vulnérables afin de lutter contre la pauvreté. Il a aussi ajouté que la mission va travailler pour une extension de champ d'action du projet Parka. Eric Zapatero a remercié les autorités administratives pour les besoins exprimés concernant la réalisation des infrastructures sanitaires et éducatives. Le chef de mission, Jehan Arul Pragassam, chargé de protection sociale et emploi en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale à la Banque mondiale, a souligné que le Ouaddaï sera la province initiale pour la mise en œuvre du projet Parka. Il a aussi sollicité l'implication des autorités locales pour la réussite du projet. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a indiqué que ce projet est l'initiative des plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles le président de la République, Idriss Déby Itno. Il a aussi réitéré sa disponibilité d'apporter son appui nécessaire pour la bonne conduite des actions du projet Parka. Et puis la teneur de ces quelques communiqués de presse avant de poursuivre cette édition. Le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubragne, a reçu dans la matinée du jeudi 16 janvier 2020 le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, M. François Nankobogo. Monsieur François Nankobogo a échangé avec le chef du département de l'économie sur les préparatifs de la visite prochaine au Tchad du vice-président de la Banque mondiale à la région Afrique, Monsieur Hafez Ghanem. Monsieur François Nankobogo a également annoncé au ministre l'organisation prochaine de la réunion sur la revue du portefeuille de la Banque mondiale, les questions de la structuration du secteur privé, le prochain recensement général de l'habitat couplé avec l'agriculture, le renforcement des capacités ainsi que le climat des affaires ont été également abordés au cours de cette audience. Ce communiqué est signé de l'attaché de presse et relations publiques Djirabeta Paul Auguste César.
Et puis la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Mme Madidjan Padjaouit, à la tête d'une délégation du dit ministère, prend part depuis ce matin 16 janvier à la 12e édition du Forum mondial de l'alimentation et l'agriculture, Global Forum for Food and Agriculture, GFFA, à Berlin, en Allemagne. Le GFFA 2020 est placé sous le thème de la nourriture pour tous. Durant cette conférence, le ministre en charge de l'agriculture, couplé à la semaine verte internationale des échanges agricoles favorisant une alimentation sûre et durable, sont attendus. Ce communiqué est signé de Ndakoutou Dawante Jean-Marc. Et puis cet autre communiqué concernant la conférence des ministres en charge de la culture du G5 Sahel, le ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Mme Madeleine Alinga, a quitté le 16 janvier 2020 N'Djamena pour une mission à Ouagadougou, au Burkina Faso. À Ouagadougou, du 15 au 17 janvier, la délégation tchadienne participera aux travaux qui permettront l'élaboration par le G5 Sahel d'une feuille de route qui permet d'utiliser la culture comme facteur de riposte et résilience aux actions extrémistes et violentes en vue d'une cohésion sociale au sein des populations de la sous-région. Ce communiqué est signé de la directrice de cabinet, Mme Djenom Dolnian. Parlons coopération à présent avec la conférence débat animée par l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jinjin. Une conférence débat relative au développement de la Chine et à la coopération sino-tchadienne. Reportage Mahmoud Suleiman. Face aux élèves de la 18e promotion de l'École nationale d'administration et leurs enseignants, le diplomate chinois Li Jinjin a évoqué des questions relatives au développement de la Chine et à la coopération sino-tchadienne. Le conférencier Li Jinjin a mis l'accent sur l'émergence, les réformes agraires et l'essor économique de la République populaire de Chine. La question liée à l'évolution de la technologie en Chine et de l'armée chinoise n'a pas été perdue de vue au cours de cette conférence débat. En tant qu'ambassadeur, je connais un peu mon pays. Et donc d'abord, je voudrais passer en revue avec vous le parcours de ces 70 ans de développement de la Nouvelle Chine. Quand je dis la Nouvelle Chine, c'est la République populaire de Chine qui a été établie en 1949. Donc, en 1949, le peuple chinois a mis fin à un siècle de guerre et de misère générale après des décennies de lutte héroïque sous la direction du Parti communiste chinois, je dis après PCC, et a fondé la République populaire de Chine. Cette civilisation ancienne, vieille de 5000 ans, s'est donc engagée dans une nouvelle voie de développement prometteuse. Concernant la coopération sino-tchadienne, l'auteur relève que la Chine est un partenaire au développement qui appuie le Tchad dans divers domaines. Pour cette question, je pense qu'il y a deux côtés. Il y a le côté tchadien qui vont faire un effort plus insistant, et pour la Chine, pour le côté chinois, on doit également faire plus de formation et de transfert technologique en partant par la langue. Les participants à cette conférence débat se sont interrogés sur l'avancée de la technologie en Chine, la culture chinoise, la coopération sino-tchadienne, les transferts de compétences à la population tchadienne par les techniciens chinois et bien d'autres sujets. Très réceptif à leurs préoccupations, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jinjin, souligne que son pays œuvre sans relâche pour éradiquer la pauvreté, répondre aux attentes de sa population et développe davantage la coopération gagnant-gagnant avec ses partenaires à travers le monde. Et puis l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad, Mohamed Ali Al-Shamsi, a inauguré ce matin au quartier Farja, dans le 1er arrondissement, un centre de formation en couture construit par sa chancellerie au profit de l'association Al-Afia. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités communales du 1er arrondissement. Damgue Lidné Joël. Ce joyau architectural bâti sur une superficie de 15 mètres sur Suzanne, équipé de machines à coudre faisant office de centre de formation en couture, est un don de l'ambassade des Émirats arabes unis destiné à l'association Al-Afia.
L'ambassadeur Mamad Ali Al-Shamsi inaugure personnellement ce centre qui permettra à l'association bénéficiaire de concourir à la réalisation de son objectif de lutte contre la pauvreté par la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Pour témoigner sa reconnaissance aux Émirats arabes unis qui contribuent à l'implémentation des objectifs du développement durable au Tchad, Halime Assadi Hissène, présidente de l'association Al-Afia, remet un présent à l'ambassadeur Mamad Ali Al-Shamsi. L'occasion est tout indiquée pour le premier adjoint au maire de la commune du 1er arrondissement de féliciter l'association Al-Afia pour ses initiatives. C'est ma première fois de voir une telle sorte d'association comme Al-Afia. Je remercie avant tout la présidente avec tout le courage qu'elle a fait jusqu'à arriver à cette moderne. Moussa Samidjida rassure de la disponibilité de sa commune à prêter main forte à l'association Al-Afia pour le bon fonctionnement de ce centre. Rendons-nous cette fois-ci dans la commune du 10e arrondissement où le maire Mahamat Tom Nouéré a lancé la campagne de sensibilisation sur la protection des enfants et la cohabitation pacifique. Une initiative du CRS en temps des centres relief catholiques. Les détails avec Abdelhadi Mahamad Saleh Babayaro. Aucune paix n'est éternelle. C'est pourquoi il faut la construire chaque jour. C'est sous ces slogans que Catholique Relief Service CRS, à travers les réseaux des communautaires de la protection, de la prévention des conflits, de la consolidation, de la paix et de la cohabitation pacifique, lance cette campagne de sensibilisation. Placée sous le thème « La protection des enfants et les vivre ensemble », la commune du 10e arrondissement constitue la première étape. Le but central de la mission de CRS est de tendre à la réalisation de la dignité humaine, en s'engageant dans des relations qui soulage la souffrance humaine, favorise le développement humain intégral. Présente au Tchad depuis 2004, le CRS s'est engagé dans plusieurs actions auprès des populations tchadiennes. Ces actions couvrent la sécurité alimentaire, la santé et la protection, la paix et la justice, le microfinance, etc. Mahamat Tom Nouéré, maire du 10e arrondissement, salue cette initiative à sa juste valeur. Cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui permettra de saisir toutes les opportunités que nous entendons depuis fort longtemps, afin d'élargir nos actions dans nos projets, diversifiés pour un avenir radieux de notre population. Je suis persuadé de tous les efforts consentis que vous n'avez jamais cessé de porter votre soutien moral et matériel de la commune. Catholique Relief Service est créé en 1943 par les évêques des États-Unis. Sa mission consiste à assister les personnes démunies. Nous en parlions dans nos précédentes éditions. Le 15 janvier 1993 marque une date historique pour le Tchad. Il s'agit de la Conférence nationale souveraine, un pilier de la politique du Tchad, comme en témoignent d'ailleurs certains compatriotes. Ndoumbay Talomadi. Ce jour 15 janvier 1993, N'Djamena, la capitale du Tchad, vivrait au rythme de la conférence nationale souveraine. Environ 6 000 à 7 000 participants de toutes les sensibilités politiques de différentes confessions religieuses ainsi que l'ensemble de la société civile, dans un esprit de communion, d'unité et de pardon, ont fait le déplacement du palais du 15 afin de briser les mythes de division depuis la guerre civile de 1979. La conférence nationale, moi je pense que elle a répondu à une question importante qui était implicite, à savoir quel est le rôle de la population dans la gestion des affaires publiques. C'est ça la grande question. La conférence nationale souveraine est un cadre de réflexion et de construction entre les filles et les fils du Tchad, et cela a permis la mise en place des institutions durables, réforme de l'économie nationale, réforme de l'administration et l'armée, afin de rebâtir un Tchad nouveau. Cette date est un chemin qui mène vers une démocratie basée sur les principes universels qui sont, entre autres, les libertés individuelles d'expression, d'opinion, avec pour principale base le multipartisme. Le 10 avril 1993, le premier gouvernement de transition est mis en place conformément au décret numéro 284 du président de la République, avec 30 membres dont 2 femmes. Il s'agit de Mme Ngarbatna Odjumeye Soukatre, ministre des Affaires sociales et de la promotion féminine,
et Bintou Malem, secrétaire d'État à la fonction publique et au travail. Ce sont là les temps forts de la conférence souveraine. Avant la tenue de celle-ci, le climat politique devenait mauvais. Et certains cadres administratifs, certaines personnalités politiques ont estimé qu'il faut réunir tous les Tchadiens sans aucune distinction pour qu'ils se parlent et disent ce qu'ils veulent. Les débats étaient houleux. La forme de l'État, la question du bilinguisme, la charte du Conseil national souverain et son règlement intérieur ont animé les débats. La présidence de la transition a été confiée au colonel Idriss Déby Itno à l'époque, jusqu'aux élections en 1996, où il était sorti vainqueur. Les gens qui avaient des armes, les gens qui ont déposé les armes, le pouvoir par les armes, c'était fini. Et que ceux qui ont fait la guerre, ils ont enterré la guerre, ils ont brûlé les armes et maintenant c'est la paix. Et donc c'était un grand moment en termes de symbole pour la paix au Tchad. Et maintenant tous les débats démocratiques et tout ce qui va se passer se passera dans le dialogue, par la démocratie. Les armes de guerre ont été brûlées par le chef de l'État, le colonel Idriss Déby Itno, en présence notamment de l'ancien président Goukouni Wedei. Dans le cadre de ces activités, la directrice microfinance du ministère de la formation professionnelle et des petits métiers, Khadija Sakin, accompagnée de ses collaborateurs, a visité ce matin quelques établissements de microfinance. Elle est allée s'enquérir de l'état de fonctionnement de ces structures ainsi que des difficultés que rencontrent ces dernières. Ousmane Idriss Dakoum. L'octroi des microcrédits pourrait permettre de réduire la pauvreté. C'est dans cette perspective que le gouvernement tchadien a signé des conventions avec les établissements de microfinance. Objectif, accompagner les jeunes qui aspirent à se lancer sur des activités génératrices de revenus. Pour toucher du doigt les réalités, la mission conduite par la directrice de la microfinance du ministère de la formation professionnelle et des petits métiers échange avec les responsables des établissements de microfinance Amana et 5 étoiles. Une discussion basée sur les difficultés rencontrées et les perspectives de l'octroi des crédits. La directrice de la microfinance situe l'objectif de la mission. Le ministère de la formation professionnelle et des petits métiers a diligenté l'actuelle mission qui a pour objectif de constater et faire l'état des lieux de convention, rappeler aux uns aux autres leurs obligations vis-à-vis de leurs partenaires, déblayer le terrain pour permettre l'application intégrale des clauses de convention liant l'État, les EMF et les ONG relais. Inciter les partenaires financiers à appuyer les EMF signataires de conventions pour la lutte contre la pauvreté des couches vulnérables de la population, en vue de proposer des solutions idoines. Après N'Djamena, la mission se poursuivra dans les provinces pour inspecter d'autres établissements de microfinance. La tournée entamée par la COSAFONI, coalition des organisations de la société civile pour les acquis de la 4e République, se poursuit. Après la commune du 6e arrondissement, les membres de la COSAFONI ont échangé avec les autorités municipales du 5e arrondissement. C'était au cours d'une rencontre dénommée Concertation de haut niveau et populaire sur les acquis de la 4e République. Un reportage signé Varela Djei. Deuxième étape de cette tournée de concertation de haut niveau et populaire sur la mise en œuvre des acquis de la 4e République, la COSAFONI, coalition des organisations de la société civile pour les acquis de la 4e République, vient à la rencontre des autorités communales du 5e arrondissement. Les chefs de carré, les délégués des arrondissements, les jeunes sportifs et les femmes membres des organisations féminines, eux aussi sont conviés à cette concertation. Plantant le décor, le coordonnateur national de la COSAFONI, Moubarak Ibrahim Djaware, a situé le contexte de cette rencontre qui, pour lui, vise à édifier le public de la marche irréversible de la nouvelle constitution, fruit des résolutions du Forum national inclusif. Le maire de la commune du 5e arrondissement, Fatime Ahmad Mamad, salue cette initiative et relève que la 4e République augure un lendemain meilleur à la gente féminine et à la jeunesse. Maintenant, nous avons 3 maires titulaires. Donc c'est déjà beaucoup. On tire chapeau à monsieur le président de la République avec la première dame
d'avoir pensé nuit et jour à ces femmes qui sont là maintenant et qui ont occupé maintenant beaucoup de postes de responsabilité sont légués aux femmes. Les participants à cette concertation ont saisi l'opportunité pour remercier la COSAFONI. Selon eux, à travers ces assises, les esprits sont préparés pour la participation active dans l'organisation du prochain Forum national inclusif. La lutte contre les violences en milieu scolaire, la cohabitation pacifique et l'application du bilinguisme au Tchad, ce sont là les différents sujets autour desquels s'articulera la campagne de sensibilisation lancée ce matin par le président de l'Union des associations nationales du Tchad. L'objectif de cette campagne est d'encadrer mais aussi d'orienter les élèves des établissements scolaires pour la réussite de leurs études. Mamata Ouma Moussala. C'est pour orienter et encadrer les enfants tchadiens pour la réussite de leurs études que le président de l'Union des associations nationales du Tchad, UANAT, Amato Béchir, à la tête d'une délégation, sensibilise les élèves de quelques établissements de la capitale. Cette sensibilisation est axée sur l'application intégrale du bilinguisme dans les établissements scolaires, la cohabitation pacifique et la lutte contre la violence en milieu scolaire. L'objectif est de restaurer le respect d'autrui pour apaiser un bon climat d'études aux élèves. Ceci dans le but d'assurer une éducation de qualité à ces derniers. L'établissement Noun pour l'enseignement des filles constitue la première étape de cette visite de sensibilisation. Le président de l'UANAT, Amato Béchir, pour lui, la lutte contre la violence en milieu scolaire repose sur le respect des règles de vie dans les établissements. Le corps enseignant salue ces actes louables qui, selon lui, contribuent au développement éducatif du pays. Les élèves se sont relayés pour remercier les responsables de la dite organisation qui se soucient de leur avenir. Juste après, la délégation s'est rendue au lycée et collège Ouara de Diguel pour le même travail. Il exhorte les élèves à s'intéresser davantage au bilinguisme et aux études pour la réussite de leur avenir. Les enfants sont l'avenir du pays. Éduquer un enfant, c'est éduquer une nation, a-t-il conclu. Les responsables de Rotary Club, conduits par le gouverneur du district 9150, ont entrepris hier matin une tournée pour évaluer les activités menées dans le domaine sanitaire et social au cours de l'année 2019. À cette occasion, des dons étaient également faits par les Rotariens. Kalia Voutna. Les membres des Rotary Club ayant à leur tête le gouverneur du district 9150 Anakema Djunkodia avaient un agenda fort chargé ce 15 janvier 2020. Ils se sont rendus très tôt au Centre national des transfusions sanguines. But de cette descente, s'enquérir des difficultés que rencontre le dit centre et expliquer aux responsables du centre les actions qu'entend mener le Rotary Club pour sensibiliser la population à faire le don volontaire de sang et voir dans la mesure du possible comment aider le centre pour lui permettre de jouer véritablement son rôle afin de sauver des vies humaines. Donc si le Rotary, au-delà de la sensibilisation, à travers le don du sang, s'il peut également nous donner un coup de pouce en matière de réactifs et consommables, je pense que ça, on apprécierait bien. Au-delà de la sensibilisation, les responsables des Rotary ont pris l'engagement de doter le CNTS dans un bref délai de matériel médico-technique pour le rendre plus performant au grand bonheur de la population. Cap a été ensuite mis à l'orphelinat Noho Ntindo pour un don de vivres et non-vivres au profit des orphelins de cet orphelinat. La présidente fondatrice de cet orphelinat, Martine Tagibisi, s'est dit touchée par les actes de générosité du Rotary Club qui a toujours, selon elle, été à leur côté lors des moments difficiles. Anna Kemadou, gouverneur du district 9150 du Rotary Club, a encouragé la responsable de l'orphelinat pour sa détermination à encadrer ses enfants pour leur permettre de bénéficier d'une éducation de qualité au même titre que les autres. Le Centre national de traitement des fistules a constitué l'avant-dernière étape de ce périple. Les Rotariens sont venus compatir avec les femmes atteintes de cette maladie, leur apporter du réconfort et leur prouver que cette maladie n'est pas une fatalité. Là aussi, les membres de cette organisation philanthropique ont fait un don à l'association des femmes victimes de la fistule. Un don composé de machines à coudre et de matériel de couture pour faciliter leur insertion
réinsertion dans la vie active et leur permettre d'être autonomes. Un geste hautement apprécié par les bénéficiaires qui ont vivement loué cette assistance qui, d'après elles, leur permettra d'approfondir leur apprentissage. Dernière étape de cette tournée, une visite au groupement des femmes victimes de la polio regroupées au sein de l'organisation Istafakna. Il est question ici de s'assurer du bon déroulement des activités que mènent ces femmes qui ont su surmonter leur handicap en se lançant dans la fabrication de savon pour subvenir à leurs besoins grâce au Rotary Club. Ces dernières ont exprimé leur sentiment de fierté au Rotary pour ses multiples appuis en leur faveur. Anna Kemadjou s'est dit satisfaite de l'engagement de ses amis rotariens du Tchad aux côtés des couches vulnérables. Cette visite, rappelons-le, s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des activités réalisées par le Rotary Club du Tchad. Je vous invite à suivre à présent Madame le gouverneur du district 9150 du Rotary Club à l'issue de cette tournée. Anna Kemadjou se dit satisfaite des activités menées sur le terrain. Suivez. Nous avons ce matin pu visiter le centre de don du sang. Nous savons que nous allons mener une action forte afin que les populations puissent apporter et donner de leur sang de manière bénévole, parce que ce sera le meilleur moyen de sauver des vies. Nous avons eu à rencontrer des femmes qui sont atteintes de fistules. C'est un fléau très grave et qui bouleverse la vie des femmes, qui les rendent marginales et pour lesquelles nous avons, en même temps que le gouvernement, dit qu'on allait apporter notre appui. Et là, tout de suite, nous sommes face à des femmes qui ont subi un handicap lié à la poliomyélite et peut-être d'autres facteurs. Et vous savez que le combat du Rotary international, c'est l'éradication de la poliomyélite dans le monde. Mais l'un des axes stratégiques aussi que le Rotary nous demande de développer, c'est le développement économique local, c'est-à-dire faire en sorte que les populations vulnérables puissent, grâce à nous, avoir une activité qui les rende totalement autonomes. Et c'est ce que je suis venue voir ici. Je félicite déjà ces femmes qui ont pris sur elles d'apprendre un métier, de faire en sorte qu'elles soient totalement autonomes et qui nous ont présenté des produits pratiquement finis et qui nécessitent simplement un autre appui en matériel pour faire les choses encore mieux et faire en sorte que cela touche une grande frange des personnes vulnérables. Tour préliminaire de l'Afro-Basket 2021, les Sao ouvrent le bal à Malabo en Guinée équatoriale avec une victoire face aux Panthères du Gabon. Score du match à 78 points à 61 pour les basketteurs tchadiens arrivés à Malabo à 24 heures de la compétition. Kadnou Bati au fil. Fidèle à soulever haut le tricolore et faire retentir l'hymne national dans les grands concerts des nations de la balle orange, les Sao Basketball Inter du Gabon, arrivés à un jour de l'ouverture, ces poulains, presque tous des joueurs locaux, ont imposé leur rythme et leur loi aux Panthères du Gabon. Score final, 78 points à 61. Cette victoire, qui confirme la montée en puissance du basketball tchadien sur le continent, va galvaniser davantage les Sao qui, en quittant N'Djamena, se croyaient physiquement très peu en point par rapport à leurs adversaires qui ont eu le temps matériel pour se préparer face aux Alang de la Guinée équatoriale qui évoluent à domicile dans une salle acquise à leur cause. Cette victoire sonne comme un avantage psychologique d'une importance capitale. Toutefois, les Sao ont besoin d'un apport des Tchadiens, ainsi même loin de la terre équato-guinéenne. Sur ce se referme cette tranche d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.